Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'économie. Cette semaine, notre grand témoin sera Stéphane Contrepois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société MyFeelback, je vais y arriver. À l'instar de la célèbre chanson de Gainsbourg, les consommateurs et les entreprises jouent souvent à « Je t'aime, moi non plus ». La gestion de la relation client a toujours été un élément stratégique et l'arrivée du numérique a offert aux entreprises de nouvelles formes de collecte des expériences utilisateurs et l'opportunité de s'adapter beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de finesse aux besoins des consommateurs. Alors Stéphane Contrepois, vous et vos associés, vous êtes partis d'un constat pour créer votre activité, utiliser le potentiel des smartphones pour optimiser la gestion de la relation client. Exactement, c'est exactement ça. Donc on part d'une carence ou d'une problématique, d'un captage du feedback client qui est assez pauvre et assez faible et qui se fait souvent a posteriori. C'est-à-dire on a une info qui a 1 mois ou 6 mois ou 3 semaines, comme quoi il y a eu une aventure malheureuse ou heureuse sur un événement d'un utilisateur, d'un produit ou d'un service. Et donc de ce constat-là, on en tire des conclusions pour améliorer le service de la société. MyFeelback arrive et bouleverse un petit peu ce schéma-là, en proposant de façon temps réel ce qui peut se passer dans l'utilisation des produits ou du service par les consommateurs, par tout un tas de dispositifs et de diffusion qu'on pourra détailler après. Alors votre société est née à la faveur d'un week-end très particulier, un week-end plutôt chaud. Alors oui, c'était chaud parce qu'on... Je vous taquine, parce que c'était chaud en termes de speed. Parce qu'on transpire également. Parce qu'on transpire, oui. Alors... Mais racontez-nous la genèse, justement, c'est intéressant. Alors la genèse, pour faire bref sur cette rencontre, ça part d'un Startup Weekend. Donc un Startup Weekend, c'est une période qui dure 48 heures, qui est plutôt en fin de semaine, qui permet de rencontrer des personnes qui ont des idées et des gens qui ont une appétence ou des compétences pour le sujet proposé. C'est un speed dating de businessman. Exactement, exactement, mais avec le challenge, c'est-à-dire qu'un speed dating, souvent on sort un petit peu à l'issue, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Là, ça peut devenir concret, ce qui était notre cas. Donc nous, on arrive au 2e Startup Weekend toulousain. On est en quelle année là? Là, on est en 2011, présenté par Aurore Beunier, un projet, un concept de relation client. Qui est quand même la genèse de MyFeelback aujourd'hui, pour mettre en relation le consommateur et l'entreprise. J'avais participé à l'époque au premier Startup Weekend en tant que jury et j'avais trouvé ça tellement excitant, je me suis dit pour le 2e, je vais venir avec une casquette plutôt d'apporteur de compétences. Je sélectionne ce projet qui était... avec des talents extraordinaires, un potentiel extraordinaire des gens qui avaient autour de cette table. Et vous ne les connaissiez pas? Et je ne les connaissais pas, avec des profils totalement atypiques. Il y avait un étudiant, il y avait une agence de com, il y avait un informaticien, il y avait Aurore Beunier surtout qui était à la DIRCOM multimédia de la mairie de Toulouse, donc rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat, surtout jeune depuis 2 ans en poste à la mairie. Bon, on se pose des questions. Et j'ai bien fait de me poser la question parce que finalement, elle me dit, moi j'ai fait un peu le tour, la mairie, dans le multimédia, et je veux me lancer. Voilà, si ça ne se fait pas là, ça se fera plus tard. Et à l'issue de ce Startup Weekend qu'on a gagné évidemment, sinon j'en parlerai moins, qu'on a gagné, on se retrouve le lundi matin à se dire, mais merde, pourquoi on a été dans ce truc-là? Parce que moi j'ai un métier, j'ai un boulot, j'ai des salariés, j'ai une boîte. Oui, racontez-nous à titre personnel rapidement, vous avez créé un site les Ventes du Diable. C'est ça, donc une société PC Cadeau SA créée en 2001 qui a fait son bout de chemin pendant plus de 10 ans, qui aujourd'hui, on a 2 millions de membres à peu près, on vend plus de 35 000 produits par mois, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fonctionne plutôt bien, qui est toujours en croissance. Et je fais l'erreur de participer à un Startup Weekend. Un nouveau job, pour la nuit. Et puis, vous avez déjà des journées bien chargées. C'est un peu ça. Et mon associé actuel, du moins toujours depuis le début, il me dit, il y a un truc en ce moment. Je dis, ouais, il faut que je te parle. Et je lui dis, voilà, j'ai une idée. Et ça a été le meilleur associé du monde parce qu'il me dit, ça serait dommage que je te bride dans ton idée. De passer à côté de cette opportunité. Voilà. La preuve, puisque cette société existe depuis 3 ans et que ça marche. Alors juste pour conclure, ça ne s'est pas fait en 48 heures pour prendre ma décision. Ça a mis 6 mois parce qu'il y a des salariés, il y a des fonds d'investissement au capital, c'est un peu compliqué. Mais je décide de tout lâcher et de partir être 100% opérationnel pour MyFeelback au 1er janvier 2012. Et donc les activités précises de MyFeelback, qu'est-ce que vous offrez concrètement aux entreprises? Alors concrètement, on vient s'intéresser aux moyens de diffusion de l'entreprise. Donc les moyens de diffusion, ils sont larges et ils sont multi-supports aujourd'hui. Ça peut être réseaux sociaux, ça peut être le mail, ça peut être le SMS, ça peut être en offline des visuels, qui peuvent être des affiches, des tickets. Et tous ces moyens que la société utilise est un moyen d'accroche pour proposer un retour au client qui permet de s'exprimer. Il s'exprime sur l'utilisation d'un produit, d'une situation qu'il est en train de vivre.
Et par exemple, il y a un QR code, je scanne avec mon téléphone, enfin mon smartphone, mais je dis, vous avez aimé ce produit, oui, non, pourquoi, ça manque de ça, ou on devrait... Exactement. Donc, le QR ça code, part directement vers l'entreprise. C'est ça. Le QR code est un moyen d'accès, mais ça peut être web, ça peut être mail ou SMS. Le QR code, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est un des accès les plus faibles aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'était un point d'entrée. Mais disons que globalement, ça nous emmène vers un questionnaire qui va être en temps réel, saisi, puis traité, puis envoyé directement à l'entreprise qui en fera après. Voilà. Alors, dans le cas où on maîtrise l'identité du client, parce que sur un site web, par exemple, on est logué, ou quand on a comme client la SNCF, quand on arrive en gare, on donne son nom et on est renseigné dans le système d'information. Donc, à partir du moment où la société connaît son client, sa réponse va enrichir le CRM du client. Du coup, on explique donc. Customer, CRM. Exactement. Ça veut dire, dites-le. C'est de la relation client en français, tout bêtement. Ouais. Mais on va enrichir le CRM, ce qui permet, le jour où ce client-là va se représenter dans l'utilisation de nouveaux services du client, d'être reconnu et d'agrémenter une nouvelle information par rapport à son expérience qu'il a déjà donc de lui offrir plus finement de lui faire une proposition plus fine si jamais il y a un feedback. Et le volume, c'est plusieurs millions de feedbacks analysés en temps réel quotidiennement. Alors d'une façon plus large, est-ce que vous pensez que le numérique est considéré par la plupart des chefs d'entreprise ou des politiques comme générateur de valeur ajoutée? Alors ça oui, à 100%. Mais entre ceux qui font la démarche et ceux qui sont au bord du gouffre et qui n'ont pas encore envie de s'y jeter, là, il y a un delta. Il y a un delta alors qui s'explique historiquement parce que le numérique, c'est nouveau. On a l'impression que c'est quelque chose, que c'est des personnes dédiées au numérique dans l'entreprise, alors que pas du tout, c'est souvent transversal. Mais le numérique, oui, c'est une évidence. Une société qui n'est pas sur le numérique aujourd'hui, c'est qu'elle a peut-être une niche sur laquelle il y a peu d'intérêt, mais j'ai des doutes, j'ai du mal à en trouver encore de ces niches comme ça. Mais sinon, on est obligé, on est à côté du sujet. Alors, quels sont les facteurs qui ont contribué à votre succès? Parce que pour l'instant, ça marche. Je ne sais pas pourquoi je dis pour l'instant, je ne veux pas vous porter la poisse. Non, mais quand on est start-up et qu'on a une croissance aussi rapide, pour l'instant, oui, c'est le bon mot, c'est le bon terme. Parce que Mais on se pince, on se dit, on est tombé... comment on se dit, on a eu une bonne idée, on a fait des bonnes études de marché, on a eu un brainstorming, on est au bon moment... on a eu pile poil l'idée au bon moment. Il y a une part de hasard, il y a une part de... Alors, s'il y avait la recette exacte, elle serait dans tous les livres. On est d'accord, et on serait tous millionnaires. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Il y a une part que moi, je néglige pas du tout, qui est le ressenti, l'instinct, mais surtout l'expérience. En étant e-commerçant pendant de longues années, dans le numérique, on imagine qu'on connaît tout parfaitement de ses clients. Ce n'est pas tout à fait le cas. Quand on va voir les plus gros, c'est-à-dire les Pixmania, les rues du commerce et Cdiscount, on s'aperçoit qu'eux également sont dans une démarche, comme dans le secteur offline, on va dire, du retail traditionnel, dans nouveaux clients, nouveaux clients, nouveaux clients. La crise aidant, le souci de renouveler, de s'intéresser plus à son client que d'être dans l'acquisition permanente, on s'aperçoit de façon mathématique, c'est 4 fois moins cher de réinitier un achat chez un client plutôt que d'aller chercher un nouveau et de ne pas s'intéresser. Mais ce n'est pas trop tard, on ne les a pas négligés, ce pool de clients peut-être, mais au moins on va s'y intéresser. D'accord, on va les travailler. Voilà. Donc ça, c'est un facteur clé de se dire, on a un vivier de clients qui vit depuis des années, et pourquoi la société qui va communiquer avec lui va avoir une communication standardisée, en push mail par exemple, traditionnel, même si vous avez fait un achat il y a 5 minutes, si vous êtes un client historique qui avait fait 50 achats, en fonction de votre panier moyen, de votre historique, homme, femme, c'est tout le temps la même chose. Si on arrive à segmenter et à avoir tiré un parti de qu'est-ce que veut son client, on peut produire une offre adaptée à son client. Et le constat, il est là. Donc après, on va voir les entreprises, on se dit, mais comment vous fonctionnez? Parce que nos clients, sur un business plan théorique du départ, sans étude de marché, eh bien, on se dit, il n'y a qu'un seul indicateur, c'est les fameux instituts de sondage. Ils vont faire un focus à un moment donné sur une situation particulière, en interrogeant un panel représentatif, pour se donner un avis à l'issue, de se dire, ben voilà, on vous propose d'agir de telle ou telle façon, au moins on a fait un constat, vous, chef d'entreprise, prenez la bonne décision. Nous, on ne part pas de ce constat-là, on part du système on vous passe un logiciel qui permet de façon très simple de paramétrer qui vous voulez approcher. Tout le monde, de quelle façon, quelle segmentation, et d'avoir en temps réel des retours qui permettent d'améliorer la relation avec son client.
Voilà, le constat, il est aussi simple que ça. On affine et on est sur du qualitatif. Exactement. Vous avez des concurrents pour l'instant ou vous êtes un peu seul? Alors, on est dans un. Alors, j'ai cité la première vague de concurrents qui sont les instituts de sondage, mais on est dans un marché totalement atomisé. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très fort, hein, le marché de la relation client. On ne sait même pas où est le début, où est la fin de la relation client. Oui. Mais si on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a le gros acteur, ces instituts de sondage. Le deuxième, ça va être les logiciels historiques d'enquête. Et le troisième, qui est plutôt anglo-saxon, américain, qui sont les outils de sondage en ligne ou les logiciels qui permettent en permanence de poser des questions. Voilà, donc on est dans ce système-là, où on se retrouve parfois dans des appels d'offres, où en face de nous, on a un grand nombre de l'institut de sondage, un éditeur de logiciels historiques et un Salesforce américain qui vient répondre à la même chose que nous. Comment on gagne dans ces cas-là? Alors comment on gagne? On a une astuce dès le départ qui est dans l'air du temps, c'est le ROI, c'est-à-dire c'est de faire payer le client en fonction de ce que ça lui rapporte. Notre message, il est clair. Ça parle tout de suite. Donc voilà. Ils peuvent tester. Exactement. Sur des volumes faibles. Et il n'y a pas de budget. Ouais. Le budget dépend uniquement du retour. S'il n'y a pas de retour, vous ne payez pas. Plus le retour est important, plus c'est vous qui actionnez la manette chiffre d'affaires chez nous. Et ce message passe bien. Et pour vous, c'est peut-être un peu difficile de faire vos projections. La politique prix du produit dans la société, ça a été la chose la plus problématique et la plus complexe à mettre en place. Au départ, on pense être intelligent, on va se dire ben, on va suivre les télécoms. Oui, bien sûr. Et on va faire des forfaits avec des contrats prix qui font 10 pages. Et là, au moins, ça va correspondre à tout le monde. Mais quand vous arrivez face à un client, vous lui expliquez un nouveau concept de s'adresser à son client et que le catalogue prix il fait 10 pages, ça marche moins bien. Donc on s'est dit, il y a un setup, la licence, le droit d'installer le logiciel, et après, c'est la volumétrie. En fonction du volume. Voilà. Dernière question. Ça paraît tout bête et tout simple. Non, mais on sent qu'il y a eu du jus de crâne derrière. Un petit peu. Hein, vos rides en témoignent. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à MyFeedback pour 2014? Une expansion internationale à tout craint? Alors là, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Donc ça a été le premier objectif de départ et on est vite revenu en arrière. On s'est dit, ça prend de suite. On a signé en 18 mois plus de 50 grands comptes en France. Donc on s'est dit, là, il ne faut pas perdre le coche. Il faut continuer cette croissance. Pas d'inflammade, hein, comme disait Didier Deschamps. Et on va de suite aux États-Unis. Ouais. Chose qu'on a fait et par des distributeurs. On s'est dit, on n'est pas connu, on est trop petit, on ne va pas arriver à pénétrer le marché. On a trouvé des distributeurs et on a pensé à tort que ce qui devait être le plus difficile, ça a été d'identifier un distributeur et de le faire signer un contrat. On y est arrivé, on a signé 3-4 contrats aux États-Unis, mais derrière, on n'avait absolument pas de back-office. Pas de support, pas de marketing, je vous demanderai juste pour conclure de finir rapidement. D'accord. Donc est-ce que cette histoire se termine bien, Stéphane? Alors, ça, on l'a balayé de la main. D'accord. Et on part aux États-Unis de façon physique dans le courant de l'année et de façon online, on vend depuis septembre en ligne. Et là, ça fonctionne. Et ça fonctionne. À nous, les États-Unis. Merci beaucoup, Stéphane Contrepoint. Merci pour votre participation. Si cette émission vous a plu, vous tapez 1. Sinon, on tâchera de s'améliorer la prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci à tous.